Oui, bonjour. Je commence par vous faire une confidence. Lorsque j'ai commencé à préparer mon intervention, j'avais des doutes sur la nécessité de devoir à nouveau légiférer sur la psychiatrie et sur la santé mentale plus largement. Et puis, au fur et à mesure que je m'enfonçais dans les analyses, je me suis aperçu que finalement, une nouvelle loi sur la santé mentale et la psychiatrie ne serait pas d'un luxe exagéré. Alors je vais essayer de vous convaincre là-dessus. Voilà. Une bonne législation sur ce thème doit procéder d'un double mouvement. D'une part, l'évolution des pratiques et des desiderata des personnes concernées doivent être une source d'inspiration pour le législateur, et d'autre part, en retour, la loi devient source d'inspiration des professionnels et des usagers dès lors qu'elle favorise l'innovation et devient un outil du changement, un levier finalement des évolutions positives dans les dispositifs existants. Alors, il y a des grandes familles de législation, on les a toutes connues, des lois bavardes, des lois incantatoires, des lois inapplicables, des lois qui sont, je dirais, d'opportunité. Il y a un problème, il y a un crime d'un malade mental, crac, on fait une loi. C'est pas une bonne façon de légiférer. Il faut se méfier aussi de toutes les lois qui agrègent les corporatismes et qui sont souvent contraires à l'intérêt général. Et donc il faut promouvoir une loi qui soit à la fois incitative, qui consacre des concepts structurants, qui soit refondatrice, volontariste et fondée sur des mutations organisationnelles pertinentes. Le vrai débat, donc, qui se joue, c'est de savoir si il faut faire une loi spécifique à la psychiatrie mono-ministérielle ou, à l'inverse, une loi transversale, santé mentale et psychiatrie, qui soit interministérielle. En tant que secrétaire général de Santé mentale France, vous voyez de quel côté penchent mes préférences. Ça va évidemment dans le sens de la loi transversale. Alors, je voulais donner rapidement quelques rapports. Vous savez que les rapports sur la psychiatrie et la santé mentale s'empilent les uns sur les autres, etc. Et que très souvent, ils ne sont pas suivis des faits. Je voudrais quand même vous donner 3 exemples de rapports qui, eux, ont été suivis des faits. Un rapport dont plus personne ne se souvient, c'est le rapport Zambrowski de 87, parce qu'il a été à l'origine de la loi de juin 90 relative aux droits et à la protection des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux. Et cette loi, finalement, c'est celle qui a abrogé la loi de 1838 et qui a inversé l'ordre des facteurs en faisant de l'hospitalisation libre la règle et l'hospitalisation sans consentement l'exception. Je ne vais pas plus loin. Et puis, ce rapport a donné lieu aussi à une circulaire. Alors, c'est peut-être parce que je suis l'un des écrivains, j'ai encore la conviction que quand on la relit, elle a pas mal de choses qui tiennent encore la route. On l'a fait paraître au journal officiel et elle a refondé, 60 ans après la circulaire de mars 60, la politique de santé mentale, en redonnant toute sa place au secteur psychiatrique, mais en le repositionnant dans une politique plus large de santé mentale. Je ne vais pas plus loin. Autre rapport, le livre blanc des partenaires de la santé mentale de 2001, qui a été largement promu par l'UNAFAM et la FNAPSI, et que les présidences de conférences de CME, de CHS ont signé du bout de la plume avec une certaine réticence, et qui a donné lieu, dans la loi de 2005 du handicap, à la reconnaissance d'une part du handicap psychique et à la base légale
des groupes d'entraide mutuelle. Enfin, j'arrive au troisième rapport, le rapport Lafourcade. Alors, on devait intervenir avec Michel Lafourcade, il n'a pas pu être présent. Je voulais quand même dire que ce rapport, qui est remarquable, il a été à l'origine de l'article 69 de la loi santé de 2016, avec une originalité, c'est que ce rapport était prêt avant la promulgation de la loi, et les pouvoirs publics ont décidé finalement de promulguer la loi et d'éditer ensuite le rapport Lafourcade de façon à ce qu'il puisse être un exposé des motifs et de conforter les propositions de cette loi, même si tous les éléments de ce rapport, qui est très riche, n'ont pas été repris dans la loi santé. Alors, cette loi, parlons-en. C'est la dernière loi structurante sur la psychiatrie et la santé mentale. Elle a déjà 7 ans. C'est une loi longue qui correspond en fait à une loi spécifique santé mentale, psychiatrique, avec la définition de 7 concepts emboîtés. La politique de santé mentale et sa définition, un peu incomplète à mon avis, dans sa définition. Le projet territorial de santé mentale, le fameux PTSM que nous avons évoqué tout à l'heure, qui se fonde sur un diagnostic territorial de santé mentale qui a été élaboré par l'ensemble des acteurs concernés sur l'aire territoriale de conception du projet territorial. Le contrat territorial de santé mentale, c'est-à-dire le fait qu'une fois que le PTSM a été élaboré et validé, tous les acteurs, finalement, co-signent un contrat pour dire on est d'accord pour mettre en œuvre ces différents objectifs. La communauté psychiatrique de territoire, qui permet de rassembler un certain nombre d'établissements, et puis la mission du secteur psychiatrique, qui a été rappelée explicitement dans la loi de 69, et enfin une disposition assez amusante, je ne sais pas si elle est très utilisée, c'est la possibilité de créer des conventions entre un établissement de santé et des associations pour mettre en œuvre des démarches thérapeutiques particulières. Les avancées décisives de cette loi, c'est évidemment le repositionnement de la psychiatrie au sein du domaine élargi de la santé mentale, c'est la transversalité des PTSM qui couvre la totalité de la séquence prévention, diagnostic, soins, réhabilitation, accompagnement médico-sociaux et sociaux, inclusion en milieu ordinaire de vie. Tous ces éléments-là, toute cette séquence-là, doit être embrassée par les PTSM. Autre avantage de la loi, la contractualisation entre tous les acteurs concernés pour garantir la cohérence des parcours et des itinéraires des personnes et répondre beaucoup mieux, évidemment, on en a parlé beaucoup au cours de ces 2 jours, à ces besoins. Et puis, une redéfinition des missions du secteur psychiatrique qui avait été légèrement abandonnée par le législateur et par les textes dans la période précédente. Alors, cette loi a des insuffisances, forcément. D'abord, la reconnaissance législative du processus de rétablissement et de ce que j'appelle les plans personnalisés de rétablissement, c'est-à-dire l'individualisation de plans personnalisés pour chaque personne, de façon à irriguer à la fois le code de la santé publique et le code de l'action sociale et des familles, dans la mesure où la loi de 69, enfin l'article 69, est principalement une loi sanitaire. Et donc, il y a des éléments sociaux et médico-sociaux qu'il eût fallu, à mon sens, réintroduire. Il nécessiterait aussi, à mon sens, des précisions sur les contenus des soins et des accompagnements pertinents en cas de troubles psychiatriques graves et persistants ou en cas de situation ou de risque de handicap psychique. Les insuffisances suite, le repositionnement des référentiels et recommandations de bonnes pratiques
Hier, en Assemblée générale, Pascal Mariotti a évoqué les travaux de l'ANAP, donc l'Agence de la performance, qui est censée définir des recommandations organisationnelles, et puis les interventions sur la qualité des interventions qui relèvent principalement de la compétence de l'HAS. Et là, ces éléments-là n'ont pas été revalorisés et repositionnés. L'inclusion législative du contenu santé mentale et psychiatrie dans les CPOM. Les CPOM, ce sont les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens qui deviennent des obligations pour tous les établissements, que ce soit des établissements de santé ou des établissements sociaux et médico-sociaux qui relèvent de la loi 2002. Et il serait probablement futé de monter une checklist, disons, des dispositifs incontournables qui devraient figurer dans les CPOM. Et puis, les 3 niveaux d'organisation de la PSP, c'est-à-dire ce que j'appelle la PSP, c'est la psychiatrie de service public, c'est-à-dire comment articuler une offre de proximité immédiate, une offre plus spécialisée de moyenne proximité, et puis des références par des centres ressources au niveau régional. 2 exemples de rapports complémentaires pouvant inspirer les évolutions législatives fécondes que nous pourrions avoir envie de mettre en œuvre. Le rapport, non pas de Marie, mais de Magali Coldefy, que vous avez entendu hier, sur une approche population centrée partenariale en santé mentale, où on trouve là-dedans un thésaurus de dispositifs qui peuvent nécessiter une consécration législative. Et puis le rapport dont vous entendrez parler cet après-midi, de Boris Nicole d'avril 2022, Réinvestir la psychiatrie, une urgence sanitaire et un défi démocratique. C'est un rapport très malin, fait par un jeune psychiatre, et Dieu sait si l'association des jeunes psychiatres et addictologues sont, à mon avis, le sel de la terre pour la rénovation de notre psychiatrie, et qui est très complémentaire, je dirais, du rapport de Magali Coldefy. Et donc, une nouvelle loi pourrait s'appuyer sur les propositions de ces 2 rapports qui sont particulièrement féconds, intelligents et structurants. Alors, pour une loi d'orientation sur la santé mentale, une loi d'orientation se doit de poser des principes généraux d'une réforme et les grandes orientations d'une politique de santé mentale et de psychiatrie. Et c'est par définition le pouvoir exécutif, par, je dirais, son pouvoir réglementaire, tout ce qui est décret, arrêté, circulaire, qui doit, je dirais, mettre en musique les modalités de mise en œuvre des nouvelles orientations. C'est une loi qui doit être, à notre sens, transversale, santé mentale dans toutes ses composantes, tout en incluant, évidemment, complètement et sans l'oublier, la psychiatrie. Et elle doit aussi impacter tous les codes législatifs concernés. C'est-à-dire non seulement le code de la santé publique, non seulement le code de l'action sociale et des familles, mais aussi tous les autres codes qui organisent l'inclusion, que ce soit le code du travail, que ce soit les codes de l'éducation, la culture, l'habitat, le transport, le sport, le tourisme, les collectivités territoriales. Et on voit très bien une loi qui définirait par différentes parties les modifications qui seraient apportées sur les codes les uns après les autres dans le cadre d'une cohérence de politique d'inclusion. Alors, il en résulte une proposition que je vous soumets et qui est ce que j'ai appelé pour une loi d'orientation relative au droit à la santé mentale, à l'organisation des soins efficients en psychiatrie et aux accompagnements en milieu ordinaire de vie. Le titre est peut-être un peu long, mais je crois qu'il veut bien dire ce qu'il veut dire. Et je propose que cette loi le contenu de cette loi soit réparti en 3 parties.
redonner de l'attractivité et du sens aux actions conduites par la consécration d'un certain nombre de concepts structurants, je vais y revenir. Deuxième partie, refonder l'organisation territoriale des soins, des accompagnements et de l'inclusion. Et troisième partie, modifier la gouvernance de la santé mentale et de la psychiatrie dans notre pays. Alors, si je prends la première partie, c'est-à-dire redonner de l'attractivité et du sens aux actions, en consacrant certains concepts structurants, je pense qu'il faut redéfinir de façon plus précise la santé mentale, que cela a été fait dans la loi, dans l'article 69 de la loi de 2016, parce qu'il y a des tas de composantes à la santé mentale qui devraient être incluses dans la définition et qui aujourd'hui ne le sont pas. Je vais vite. Le processus de rétablissement et la consécration des plans personnalisés de rétablissement. C'est quelque chose qui, je crois, l'OMS dit il faut organiser des soins orientés rétablissement. Il serait temps que le législateur en France consacre la démarche du rétablissement comme quelque chose comme une démarche essentielle dans le dispositif de mise en œuvre auprès des personnes concernées. La réhabilitation psychosociale, tant dans le registre des soins que dans celui de l'inclusion, c'est-à-dire que la réhabilitation psychosociale, ce n'est pas seulement l'affaire de soignants dans des structures sanitaires, la réhabilitation psychosociale, c'est aussi au sein du milieu ordinaire de vie, au sein des structures médico-sociales et sociales. Et puis, et ça j'aurais dû le mettre en tête, un droit nouveau des personnes, c'est, et là je me réfère aux analyses de Magali Coldefi, ce droit c'est la co-construction usagers professionnels de 5 familles d'étayage que je vais tout à l'heure, enfin tout de suite là, vous détailler. C'est un point également essentiel qui pourrait être consacré législativement. Enfin, il faut réactualiser les missions de la psychiatrie de service public. En sus des orientations rétablissement, il faut aussi traiter la façon dont on met en œuvre les soins intensifs, les accueils en urgence, c'est-à-dire le noyau dur, je dirais, des soins psychiatriques. En passant sur la seconde partie de la loi, je pense qu'il faut, je l'ai dit tout à l'heure, je n'y reviens pas, revoir une gradation des dispositifs en 3 niveaux, proximité, moyenne proximité, référentiels régionaux, et faire quelque chose qui n'est pas simple, et qui est, mais que par exemple notre PUPH de Lyon a mis en œuvre, c'est comment articuler la psychiatrie de service public avec les cliniques privées et l'exercice libéral. Je fais partie de ceux qui pensent, quitte à être un peu iconoclaste, qu'en matière de soins sous contrainte, il faut partager le fardeau. Et il faut que les ARS, finalement, passent aussi des contrats avec les cliniques, pour que les cliniques prennent leur part en matière de soins sous contrainte, même s'il y a d'autres façons de diminuer les soins sous contrainte avec des éléments que nous allons voir. Ça, c'est le point essentiel. Le virage ambulatoire, les équipes pluridisciplinaires d'intervention en milieu ordinaire de vie, qui doivent être le fer de lance de la santé mentale communautaire. C'est par exemple ce que fait Nicolas Franck, c'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas le CMP qui est le centre et le point d'entrée du dispositif, c'est l'entrée d'équipes mobiles en milieu ordinaire de vie. Alors, les pouvoirs publics ont monté des équipes mobiles aujourd'hui spécialisées sur la grande exclusion, sur les personnes âgées. Les personnes âgées, on retrouve ça dans les dispositifs Macron. Mais je crois que l'équipe mobile, il y a quand même énormément de personnes qui ne voient pas grand monde en matière soignante à domicile ou en milieu ordinaire de vie. Et moi, j'ai connu une époque où, par militantisme, les médecins-chefs mouillaient la chemise
et se payer un maximum de visites à domicile, d'autant que ce suivi à domicile doit être conçu comme quelque chose d'un véritable suivi et d'un véritable étayage. C'est quelque chose qui me paraît tout à fait essentiel et qu'il faut à tout prix revaloriser. Et puis, la panoplie des contractualisations, levier de coopération et d'accompagnement du changement, c'est à la fois les contractualisations entre les divers établissements, qu'ils soient de santé, sociaux ou médico-sociaux, et puis la contractualisation entre les ARS et les divers établissements concernés, je l'ai évoqué tout à l'heure. Troisième partie de la loi, c'est un squelette, c'est une ossature. Ça nécessite des débats et ça nécessite de donner de la chair, je dirais, à ces têtes de chapitre qui sont un peu courts, un peu désincarnés. L'interministérialité, tous les codes législatifs doivent être impactés. Donc, la gouvernance de la politique de santé mentale, ça n'est pas l'affaire du seul ministre chargé de la santé, mais de tous les ministres qui sont concernés par les problèmes de santé mentale. Il faut redonner un positionnement plus fort, plus, j'allais dire, contraignant aux recommandations et référentiels, les modes d'organisation et d'articulation des diverses offres. Ça, c'est ce que fait aujourd'hui la NAP. Et puis, la qualité des prestations fournies, c'est ce que fait ou est censé faire l'HAS, mais de façon, à mon avis, très lacunaire et très imparfaite. Et puis, il faut probablement réfléchir à la création d'un organisme national santé mentale psychiatrie. Alors, est-ce que ça doit être une agence nationale? Est-ce que ça doit prendre une autre configuration, un observatoire, etc. Ça peut donner lieu à débat, mais il faut réfléchir quand même à un dispositif qui soit un dispositif qui puisse, je dirais, thésauriser toutes les innovations qui peuvent être faites et promouvoir toute une palanquée de propositions pour améliorer le dispositif. Et puis, il ne faut jamais oublier, ça, dans les pouvoirs publics, on est très fort pour sortir des dispositifs législatifs qu'on n'évalue jamais. Et donc, il y a une nécessité impérieuse d'évaluer les politiques que nous conduisons et de créer, ce n'est pas Magali qui me contredira là-dessus, un système d'information. Par exemple, aujourd'hui, si je cherche à connaître la nature des personnes qui fréquentent respectivement l'hôpital public et les cliniques privées, en termes je ne trouve strictement rien dans notre système d'information. Or, c'est quand même quelque chose d'essentiel pour conduire une politique. Alors, je termine et je conclus par 3 codicilles. Le premier codicile, c'est le projet de loi qui devrait partir du droit des personnes concernées à la co-construction, à la construction de leur établissement. Donc, co-construction du plan personnalisé de rétablissement. La colonne vertébrale du plan repose sur les desiderata de la personne, la définition de ses objectifs de vie et qui sont révisables à court ou moyen terme. Ce PPR doit faire l'objet d'une incrémentation négociée avec la personne. J'insiste bien sur le négocier avec la personne et non pas imposer, entre l'usager et les professionnels partenaires par les divers étayages à mobiliser pour favoriser la réussite du parcours. Et là, donc, il faut bien comprendre que le processus de rétablissement n'est pas un long fleuve tranquille, qu'il y a des bonds en avant, qu'il y a des régressions, et que les discontinuités des troubles doivent être compensées par une panoplie d'étayages diversifiés, utilisés de façon intelligente, dans des proportions adaptées et mis en œuvre par une gamme d'intervenants articulés entre eux. Et là, je vous ai fait, je dirais, la nomenclature des étayages qui pourraient être mobilisés en tout ou partie dans un processus de rétablissement. Encore une fois, pour autant qu'il ne soit pas imposé à la personne, mais négocié avec elle, les étayages en soins, réhabilitation psychosociale, psychoéducation, j'en passe et des meilleurs, les étayages d'accompagnement
du médico-social et du social, que ce soit via les CESAD, les SAVS, les SAMSA et tout le dispositif d'inclusion scolaire et professionnelle, les étayages de solidarité et d'entraide entre pairs, c'est tout ce qui est médiateur de santé père, père aidant, et puis aussi tous nos nouveaux dispositifs que sont les GEM et les Clubhouse. Et enfin, les étayages aide humaine qui permettent, donc qui est un soutien à l'autonomie, qui sont solvabilisés par la prestation de compensation du handicap. C'est les dispositions du dernier décret d'avril 2022 qui permet de donner des temps d'accompagnement, des temps de personnes à hauteur de 3 heures par jour. Et ce temps est capitalisable sur 12 mois. Pourquoi capitalisable sur 12 mois? Parce qu'il peut y avoir des variations de l'humeur de la personne et que la dite personne peut avoir besoin d'une aide humaine plus importante à certains moments de l'année qu'à d'autres moments. Voilà. Et le décret précise que, et on est bien dans une logique du rétablissement, que cet accompagnement doit se faire avec, comment dire, sans faire à la place de la personne, mais en stimulant la dite personne. Codicile 2, un exemple de construction juridique qui a été évoqué hier, l'organisation des soins de réhabilitation psychosociale. C'est la loi qui devrait définir l'identité des soins de rééducation psychosociale et renvoyer un décret le soin de les réorganiser. Aujourd'hui, c'est une simple circulaire de l'ADOS de 2019 qui décrit le dispositif. Donc il devrait y avoir un décret d'application qui reprend l'essentiel des dispositions, en rajoutant d'autres d'ailleurs, mais ça peut faire débat, sur les CRP contenus dans l'instruction donc de la DGOS de 16 janvier 2019. Je conclus en disant qu'une loi réussie, c'est une loi qui permettra au moins d'améliorer notre situation dans 3 priorités. Une discipline, 2 populations cibles. La discipline, c'est la revitalisation de la psychiatrie infanto-juvénile, parce qu'actuellement, cette discipline est véritablement en voie de disparition, tant en psychiatrie de service public qu'avec les pédopsychiatres libéraux. Et puis, 2 populations cibles qui sont à privilégier. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire pour les autres, c'est les adolescents et les jeunes adultes qui rentrent très souvent dans un triangle des Bermudes où la pédopsychiatrie ne se sent pas concernée et la psychiatrie adulte n'est pas toujours très compétente pour gérer ces catégories de personnes, jeunes adultes, et puis les personnes présentant des troubles mentaux graves, persistants, et en risque de situation de handicap psychique. Je n'ai pas voulu faire de conclusion. Je soumets à votre méditation ces propositions. Merci de votre attention. Jean-Jacques, peut-être que tu peux t'asseoir pour accueillir les questions. Est-ce qu'il y a les micros dans la salle et il y a déjà des questions? Je vois un monsieur en bleu là-bas. Mais vous avez un micro? Est-ce que les micros se promènent? Sinon, moi, je vais vous passer le mien. Il y a quelqu'un? Non, il y a des personnes. Ah, ça y est. Ok, merci. Bonjour, Nicolas Pching, je travaille en Allemagne sur un centre de réhabilitation psychosociale et professionnelle. En fait, c'était déjà pour vous remercier pour votre intervention, c'est très intéressant au niveau des lois et aussi pour parler de l'expérience allemande. Ça a été tenté en Allemagne de regrouper l'ensemble de ce qu'on appelle la réhabilitation de la participation pour tout type de handicap sous un code social, le code social numéro 9, ça s'appelle. En fait, de tout rassembler en une loi. Et depuis, les établissements fonctionnent sous cette loi, en fin de compte. Donc c'est pour dire que c'est pas... pour appuyer en fin de compte on va dire cette idée et de dire que ce n'est pas une utopie mais une réalité. Hein. Voilà, merci. Merci pour votre témoignage, complètement d'accord avec vous. Il y a une question devant. Merci, juste devant. Oui, Bernard Durand. Bernard Durand, président de la Nouvelle Forge et président d'honneur de Santé Mentale France.
Tu as proposé comme mode d'entrée dans le secteur, enfin dans la psychiatrie, l'équipe mobile. Alors, je voulais juste rappeler qu'à l'origine du secteur, plus que le découpage géographique, c'était la pratique de cette intervention à domicile du aller vers qui a fait le secteur. Et je pense en particulier à Philippe Paumel. Paumel qui était avant même que ce soit le 13e, le secteur du 13e, c'était un engagement personnel de sa pratique de psychiatre en allant à domicile avec l'équipe mobile du départ, c'était un psychiatre et une assistante sociale. Mais c'est vraiment là qu'est l'élément fondateur, je dirais, de la pratique du secteur, qu'il a repris après, qu'il a développé, et puis il a créé une association de santé mentale. L'administration, il avait su très bien mettre dans son conseil d'administration des fonctionnaires, y compris Marie-Rose Mamelet, qui s'en est inspiré ensuite pour créer le secteur. Mais je pense que c'est important parce qu'on en revient à l'origine même de ce qui faisait le noyau dur du secteur, c'est-à-dire le aller vers dans la communauté. Deuxième remarque que je voulais faire par rapport à ta présentation, qui est vraiment remarquable, c'est la question de la coopération, la complémentarité, la synergie entre services publics et cliniques privées. Moi, je pense effectivement que c'est idéalement souhaitable et tout à fait intéressant, mais il y a quand même quelque chose qui pose problème. C'est-à-dire que quand il y a dans l'un, on est effectivement dans la logique de répondre aux besoins d'une population, de la santé mentale d'une population, et dans l'autre, on est dans le registre de faire du fric. C'est-à-dire que le but lucratif de beaucoup de cliniques privées, ce n'est pas la santé mentale, c'est d'abord de rentrer l'argent pour les actionnaires. Et on l'a bien vu, effectivement, le modèle que nous avons montré récemment là, avec le scandale de l'EHPAD, on risque peut-être d'avoir un jour un scandale comme ça en psychiatrie. Parce qu'il y a des cliniques privées remarquables, j'en connais, bon, on ne va pas les citer, mais il y en a aussi beaucoup qui sont quand même créés pour d'abord faire de l'argent. Et moi, ça me chagrine un petit peu quand même. Alors j'ai vu, et dans un département que je fréquente, comment j'ai assisté à la première pierre de la pose d'une clinique privée. Alors, grand discours... complémentarité, alliance, etc. En fait, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont vidé l'hôpital psychiatrique, le voisin, de ses psychiatres, et puis là, ils font de l'argent avec, et en laissant l'hôpital psychiatrique dans un état désastreux. Alors, bon, je pense que c'est vraiment quelque chose qui peut être intéressant de manière théorique, mais il faut vraiment y mettre beaucoup de vigilance et de précision, parce que sinon, on risque des catastrophes. Quand même. Oui, je voudrais te répondre, Bernard, parce que c'est une question importante. Je pense que nous disposons des outils nécessaires pour réussir ces coopérations. Nous ne disposons pas toujours nécessairement d'une véritable volonté politique pour le faire. Il existe dans notre arsenal des groupements de coopération sanitaire qui permettent d'articuler le dispositif privé lucratif avec le dispositif public. Il existe aussi les fameux contrats d'objectifs et de moyens qui peuvent, quand je contractualise avec une clinique privée, en tant que, si j'étais, Dieu m'en préserve, directeur d'ARS, d'imposer un certain nombre d'inflexions sur le fonctionnement de ces cliniques et les coopérations avec les établissements, les autres dispositifs d'offres de soins. Et ça, c'est quelque chose qui peut être fait, mais c'est vrai qu'il faut une grosse volonté et il faut que les pouvoirs publics soient extrêmement, je dirais, volontaristes sur le sujet, quitte à s'affronter aux fédérations de cliniques privées. La FHP ne l'entendrait pas de cette oreille. Donc ça voudrait dire quand même croiser le fer avec un certain nombre de groupes de pression qui n'ont pas envie de rentrer dans un dispositif qui est un dispositif pas seulement de psychiatrie de soins intensifs, mais aussi dans une logique de politique de santé mentale. On a une autre question. Oui, bonjour Boris Nicole, je suis psychiatre au Centre hospitalier des Pyrénées et auteur du rapport que vous avez eu la gentillesse de mentionner. Ma question fait immédiatement suite à celle qui vient d'être posée et elle est à la fois très simple et très compliquée, c'est un des nœuds du problème. Cette volonté politique, c'est-à-dire l'attention,
le fait que les autorités, à un moment donné, ou le législateur, ou la représentation nationale, voire la société civile dans son ensemble, s'emparent du sujet de la santé mentale et de la psychiatrie au point de légiférer, de la manière dont vous le suggériez, comment est-ce qu'on fait ? Comment cette volonté politique peut-elle advenir ? J'ai envie de, c'est pas que j'ai envie de botter en touche, mais j'ai envie que mon président santé mentale réponde à ma place là-dessus. Accepterais-tu de le faire? Comment? Répétez votre question, cher monsieur. Comment on fait pour qu'une volonté politique se dessine? J'ai pas trahi votre pensée. Venant de l'administration centrale, donc j'ai le péché originel sur les épaules, même si je préfère que ce soit quelqu'un d'extérieur à ce secteur délétère qui puisse répondre à ma place. Non, je crois véritablement que les causes qui sont comme ça d'un effet puissamment restructurant ne peuvent aboutir que si elles sont portées. Alors portées par des forces, on va dire, coalisées, portées par des politiques, portées par les usagers et les familles, portées, et c'est ça que Santé Mentale France, malgré tout, s'essaie à organiser, à susciter. Voilà. On est en attente de l'émergence puissante d'un militantisme dont on ne pourra pas faire d'économie. Voilà. Nous n'avons pas d'autres questions. S'il y a une question, oui, allez-y. Alors, mes 30 ans de psychiatrie publique, la loi, on la sort quelquefois pour s'asseoir dessus, d'autres fois pour faire suer le collègue. Enfin, voilà. Moi, la loi, je ne sais pas s'il faut légiférer, mais ce que j'ai pu voir, c'est que la prévention, je pense qu'il faudrait que ça soit encadré et quasiment obligatoire, parce que la prévention n'existe pas en psychiatrie. Et l'évaluation. Moi, j'ai connu une époque où, en tant que chef de secteur, on publiait un rapport de secteur. Ça avait l'avantage de savoir qui on soignait et d'adapter l'offre de soins. Depuis, il me semble qu'à partir de 2000, tout s'est délité. Il n'y a eu plus aucun contrôle, plus aucun rapport de secteur fait. Et à l'époque, j'ai été DIM à une époque, les collègues, je suis allée les voir. Oh ben ça ne nous intéresse pas de savoir qui on soigne. Oh ben on n'est pas prospectif. Hein. Voilà. Alors, moi, je suis tombée des nues. J'arrivais de l'hôpital général, hein, où on était obligé de défendre notre beefsteak par rapport aux autres spécialités et d'avoir des choses à montrer. Je suis tombée 10-15 ans en arrière en arrivant dans un CHS où, dans l'entre-soi, eh ben, on se mesure, évidemment, mes infirmiers, mon truc, voilà, entre chefs de secteur, c'était ça, hein, mais d'adapter l'offre de soins. Et si on n'avait pas un directeur avec qui on pouvait faire des choses, quand il y a un bon président de CME, un bon directeur, on avance, hein, dans ce genre d'établissement. Mais si on est tout seul à ramer et à prôner de l'évaluation, on se fait tuer. Voilà. Mais donc moi, je pense que prévention, évaluation, ça méritait d'être encadré et d'être contrôlé, parce que des fois, on se demande que font les ARS. Bon, désolé d'être un peu... Non, mais tu as raison, Elisabeth. Tu me rappelles ma jeunesse, puisque je suis à l'initiative de la création des rapports annuels de secteur. Mais je voudrais dire plusieurs choses. Trois choses. La première chose, c'est que ces rapports annuels de secteur n'étaient pas toujours, je dirais, très francs du collier. Je veux dire par là qu'ils étaient quelque peu fardés de dispositifs qui n'existaient pas exactement dans la réalité des pratiques. La deuxième chose, c'est que c'était un rapport quantitatif. C'était un rapport qui principalement
déclinait une répartition de phylactives et qui ne disait pas grand-chose, sinon rien du tout, sur les options thérapeutiques qui étaient mises en œuvre, même s'il y avait des questions ouvertes qui permettaient de développer ce dispositif. Et puis après, ce rapport annuel de secteur est tombé en désuétude, on peut le regretter, mais bon, c'est le problème de la discontinuité des politiques de l'État qui existe. La discontinuité existe partout, chez les professionnels comme chez les bureaucrates d'administration centrale. Bien, si nous n'avons pas d'autres questions et je n'en vois pas d'autres interventions, on va remercier Jean-François Bauduré pour son intervention.